À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. De Radio Afrique Santé, bonjour à vous et bienvenue dans votre émission en thème facile. Comme vous le savez déjà, c'est votre émission qui vous permet d'appréhender les basiques de la santé et le vocabulaire médical et paramédical dans des thèmes faciles. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous parlerons du mot K-Post. Pour ce faire, j'ai dans ce studio Monsieur Koudjinan Fiacre. Il est infirmier à la clinique centrale de Kodomé et enseignant des soins infirmiers et obstétricaux à l'Institut supérieur des paramédicaux Nightingale de Gaïa au Nigeria. Alors, infirmier Fiacre, au Niger, voilà. Alors, infirmier Fiacre, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Romaïk. Et ce matin? Ça va super bien. Et la famille? Ça se porte à merveille. Ça fait plaisir de vous compter parmi les invités à Radio Afrique Santé. Le plaisir est partagé. Alors, tout de suite, la première question, c'est quoi le monkeypox? Monkeypox ou variole du singe, c'est une maladie initialement présente chez les animaux. Voilà. Et ici en Afrique, elle est présente chez les vertébrés. Les vertébrés? Oui, les vertébrés et les rongeurs. D'accord? Et quand on parle de variole du singe, c'est une maladie qui s'attaque d'abord aux singes. Alors, comment se transmet la variole du singe? Avant de parler de la transmission, nous allons essayer de renchérir un peu sur l'explication de variole du singe. D'accord? La variole du singe, en termes médicaux, c'est une zoonose émergente. Quand on dit zoonose, c'est l'ensemble de ces maladies infectieuses qu'on retrouve chez les vertébrés et qui sont transmissibles à l'être humain. Comme zoonose, nous avons la rage, l'Ebola, la grippe aviaire et puis le coronavirus. Quand vous parlez de vertébrés, vous faites allusion à quoi? Je veux parler des rongeurs. Des rongeurs, oui. Comme le rat, voilà, les souris, les singes, le chat, même le chien. D'accord, je vois. Alors, comment se transmet la variole du singe? Bon, avant de me prononcer par rapport à la transmission, je voudrais aussi rappeler que la variole du singe peut s'attaquer au système digestif. Digestif. Oui, au système respiratoire et au système digestif, respiratoire, bon, et à l'être humain quand même. D'accord, à l'être humain. Oui. Maintenant, pour parler de la transmission, malgré le fait que ce soit la variole du singe, elle n'est pas transmissible par les singes. C'est ce que je voulais souligner. Est-ce que c'est parce qu'on a dit variole de singe, il n'y a que les singes qui peuvent nous transmettre la variole? Non, il n'y a pas que les singes. D'accord? Et jusqu'à présent, de façon concrète, nous ne savons pas le vecteur de cette maladie vers les humains. De façon concrète. Maintenant, la transmission, elle se fait par deux voies. Nous avons la voie directe et la voie indirecte. Quand on parle de voie directe, c'est-à-dire d'homme à homme ou d'animal à l'homme. Et d'homme à homme, nous avons le rapport sexuel. Vous allez peut-être me demander comment cela c'est possible. Mais c'est bien possible. Mais si c'est protégé? Rapport sexuel non protégé. D'accord. Voilà. Et nous avons le fait de manger, la consommation des viandes de brousse. D'accord? Nous avons les raflements. Nous avons la lèche de nos animaux domestiques. D'accord? Et nous avons aussi les petites blessures lors des travaux champêtres. On suppose que vous avez été blessé par une souche. Qu'est-ce que vous attendez par souche déjà? En termes local, Atinta. Atinta, voilà. En termes faciles. Oui, en termes faciles. Atinta. Atinta, voilà. Et on suppose qu'un animal qui entre-temps était infecté se heurtait à cette souche et a laissé des traces de sang. Et vous, à votre tour, vous vous heurtez aussi à cette souche. Donc, il y a possibilité de transmission. D'accord? La deuxième voie, c'est la voie indirecte qui est la moins connue. Aujourd'hui, c'est la moins connue. Et c'est possible d'être transmise par l'éternuement. Éternuer seulement. Oui, l'éternuement par la toux. D'accord? Et c'est aussi transmissible de la mère à l'enfant. C'est génétique? Oui, c'est génétique. Voilà. Alors, quels sont les symptômes de la variole du singe? Bon, comme symptômes, avant de parler des symptômes, nous allons parler des phases.
D'accord? Parce que ce n'est pas au premier moment, c'est-à-dire que ce n'est pas quand vous contactez la maladie que déjà vous développez les symptômes. Il y a donc des phases à suivre quand on contacte la variole du singe. Voilà, nous avons 2 phases. La phase d'invasion et la phase d'éruption. Quand on parle d'invasion, c'est la première phase. Et nous avons les premiers symptômes. Et comme symptômes, nous avons la fièvre allant jusqu'à 39 degrés Celsius. Et quelle est la température normale qu'un homme devrait avoir normalement? Ça varie, c'est une fourchette. C'est entre 36,5 et 37,5. Donc c'est une fourchette. D'accord. Et n'oublions pas qu'il y a des valeurs physiologiques qui agissent aussi sur la température. Donc ça dépend du moment de la journée auquel vous avez pris votre température pour dire j'ai la fièvre ou pas. Donc je disais tantôt que la fièvre peut aller jusqu'au-delà de 39 degrés Celsius. Nous avons les céphalées. Quand on dit céphalée, ce n'est rien d'autre que les maux de tête. Nous avons l'arthralgie pour dire les douleurs de l'articulation. D'accord? Nous avons les mal de dos qui sont les premiers signes qu'on peut voir à la phase d'invasion. D'accord. Ces symptômes se rapportent beaucoup plus de quand on dit drépanocytose. Pour ces personnes qui s'y connaissent en santé ou pour ces personnes qui ont déjà souffert d'une maladie comme je ne sais pas si vous connaissez l'herpès. L'herpès, c'est une maladie sexuellement transmissible, d'accord, comme l'herpès ou comme la variole humaine, vont faire le constat que ces maladies ont les mêmes symptômes. D'accord, donc quand on va essayer de faire le développement, vous allez mieux comprendre. D'accord. Alors, la seconde phase? Oui, je parlais de la phase éruptive. Et c'est à cette phase-là que vous avez des éruptions cutanées. Et quand on parle des éruptions cutanées, ce sont des petits boutons qui sont sur le corps. Et ça commence toujours par les parties rouges. Comme parties rouges, nous avons les yeux, nous avons la bouche, nous avons l'anus, d'accord, et nous avons le nez. Donc ça commence par le visage, après les membres supérieurs, les membres inférieurs et couvre tout le corps. Pour ceux qui ne sont pas du corps médical, voilà, qui ne savent pas que tel symptôme, c'est telle maladie, comment est-ce que vous arrivez à diagnostiquer la variole du singe à quelqu'un? Bon, avant de vouloir diagnostiquer, quand vous-même vous sentez que vous présentez ces symptômes, le mieux, c'est d'aller faire recours à un professionnel de la santé. D'accord? Et quand je parle de professionnel de la santé, je veux même parler de cette personne qu'on appelle les techniciens de labo. Sinon, de façon clinique, pour diagnostiquer, nous avons les épidémiologistes et les dermatos qui arrivent à diagnostiquer facilement la variole du singe. Maintenant, pour approfondir, il faut faire recours à des bilans de santé. Donc, il faut faire recours aux techniciens de labo pour faire des prélèvements, les examiner et maintenant dire à monsieur et dame, vous souffrez de telle maladie. Donc, sans les prélèvements, sans les bilans de santé au laboratoire, on ne peut pas dire... Non, on ne peut pas diagnostiquer cliniquement que là, c'est la variole du singe. Puisque la variole du singe, l'herpès et puis la variole humaine ont pratiquement les mêmes symptômes. On peut rapidement se tromper. Voilà, on peut se tromper de pathologie. Oh, d'accord. Alors, existe-t-il des traitements pour la variole du singe? Je dirais oui. Oui, parce que quand vous avez la maladie, vous avez des symptômes qui accompagnent cette maladie. À partir du moment où vous commencez par traiter déjà les symptômes, d'accord, vous êtes déjà en train de traiter votre mal. Et les symptômes qu'il faut traiter d'abord, je vais parler de la fièvre. Il faut essayer de calmer la fièvre, l'arthralgie et les douleurs de dos. Et puis, après ça, il faut maintenant prendre les antibiotiques qui seront prescrits par l'agent de santé. Donc, au moment où vous êtes en train de prendre ça, vous allez voir que vous aurez gain de cause. Et laissez-moi vous dire que la variole du singe, c'est une maladie qui peut se traiter naturellement. D'abord, c'est une maladie qui peut se traiter naturellement. Maintenant, c'est quand ça devient grave qu'il y a des complications. Voilà. Comment est-ce que ça peut se traiter naturellement déjà? De façon naturelle. Oui. De façon naturelle, quand vous commencez déjà par la prise des antalgiques pour calmer les douleurs, quand vous commencez par traiter la fièvre de façon naturelle, votre système immunitaire installe la défense. Oui. Voilà. Quand vous parlez des antalgiques, vous faites allusion à quoi? L'antalgique, ce sont l'ensemble des médicaments pour calmer la douleur. Ok. D'accord. Et l'antipyrétique, c'est l'ensemble de ces médicaments qui permettent de calmer la fièvre. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur Radio Afrique Santé et c'est votre émission Un thème facile. Nous sommes en compagnie de l'infirmier Koudjinan Fiacre et nous parlons de la variole du singe. Alors, monsieur Fiacre, y a-t-il des mesures préventives pour éviter la transmission de la variole du singe? Comme toute maladie, il y a toujours des mesures préventives. La toute première des choses, il faut d'abord se protéger lors des rapports sexuels. Parce que vous ne savez pas le statut de votre partenaire. Évitez la consommation anarchique
des viandes de brousse. Donc, on peut en consommer, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. D'accord. D'accord, il ne faut pas exagérer. Et vous devez éviter de vous faire accompagner pour les pâturages par les animaux, comment vous appelez, de compagnie. Je vais parler du chien. Parce qu'une fois que vous serez en train de faire perdre vos bétails, d'accord, c'est fort probable que votre animal de compagnie, le chien, d'accord, puisse trouver le cadavre d'un animal qui a été entre-temps infecté, la consommer. Une fois à la maison, ce même animal rôde autour de vous, vous lèche un peu partout, là c'est pas bien. Donc il faut éviter de se faire accompagner au pâturage par les animaux domestiques. Et je veux dire les animaux de compagnie. Voilà. Et lorsqu'on a des animaux de compagnie qui nous suivent partout et par méga, ils mangent des cadavres d'animaux qui ont déjà le virus infecté. Et si on veut manger ces animaux, est-ce qu'il n'y a pas risque de contaminer la variole du singe également? Oui, la variole du singe, c'est possible que ce soit avec vos animaux de compagnie. Donc, ne pas les consommer serait mieux. Ne pas les consommer serait mieux. Il y a certaines personnes qui disent quand la cuisson est prolongée, le virus est détruit. Parce qu'il y a le feu. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Parce que avant que le feu n'ait un effet sur un objet ou sur un matériel, il faudrait que le feu soit à une certaine température. Voilà. Est-ce que nous respectons ça chez nous? Voilà. Bon, ce n'est pas forcément ça, mais on peut dire, mais quand même, c'est mon animal de compagnie, il est resté avec moi pendant tout ce temps, j'ai pas envie de... Il ne faut pas oublier que les animaux de compagnie sont de nature aérée. Ils vont de ça et là. Au moment où vous n'étiez pas à la maison, vous savez où l'animal a été dans la journée? Bon, je ne peux pas géolocaliser mon animal de compagnie tout le temps. Il faut dire que je vais au boulot, il est à la maison pour le temps. En tout cas, pour éviter vraiment de se faire contaminer par la variole du singe, si vous avez quelqu'un qui présente les signes, même si cliniquement la personne n'a pas été diagnostiquée positif au virus de la variole du singe, il faut essayer de faire la mise en quarantaine. Oui, il faut essayer d'éviter les contacts. Il faut tout faire pour prévenir. Oui, pour prévenir, il faut vraiment installer la mise en quarantaine. D'accord? Éviter au maximum le contact. D'accord? Pour les animaux, c'est-à-dire les rongeurs, éviter la consommation de ces rongeurs. D'accord. Alors, quelle est la durée d'incubation de la variole du singe? Bon, pour la durée d'incubation, au minimum, c'est entre 1 à 3 jours. Et maximum, c'est 4 semaines. Wow. Oui. Et quand on parle de durée d'incubation, c'est juste pour dire le jour où vous avez contacté la maladie, le premier jour, jusqu'à l'apparition des symptômes. Voilà, donc ça dure au minimum 1 à 4 jours et maximum 4 semaines. Et quel est le rôle de l'incubation alors? L'incubation, ça permet, en termes faciles bien sûr, ça permet de dire, avec les symptômes que nous voyons, on peut dire telle maladie. Avec les symptômes, on peut dire les symptômes s'associent directement à telle maladie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Voilà. Donc, sans même faire l'analyse biomédicale, voilà, on peut faire l'incubation et déterminer. Voilà, mais là, on parle de diagnostic de présomption. De présomption. Voilà. Maintenant, avant de faire le diagnostic de certitude, il faut forcément passer par des bilans. Obligatoirement. Alors, la variole du singe, on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est dangereux pour l'homme? Oui, à partir du moment où ça tue, c'est dangereux. Tout ce qui tue est dangereux. D'accord? Si vous êtes des médias, vous savez mieux que moi que l'information elle est primordiale. D'accord? Aujourd'hui, on sait que la variole du singe, elle est présente en Afrique. Effectivement. Et on sait que ça fait des dégâts. Effectivement. Et nous avons des cas de décès. Oui. À partir du moment où nous avons des cas de décès, monsieur, retenez que c'est très grave. C'est très grave. Alors, quels sont les pays où la variole du singe est le plus fréquent? Le premier pays dont je vais faire mention, c'est la RDC. La RDC. Oui, la RDC. Nous avons la Côte d'Ivoire. Oui. Nous avons le Nigeria. Nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons aussi le Liban. Le Liban. Oui, nous avons le Liban. Et je pense aussi, si je ne me trompe, nous avons l'Ouganda, voilà, le Cameroun et puis la Centrafrique. Depuis, vous êtes en train de parler de Liban, Cameroun, Centrafrique, RDC. Oui. Nous ne sommes pas encore tombés sur le Bénin. Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent la présence de la variole du singe dans ces pays? Bon, je dirais oui. D'accord? Comme son nom l'indique, d'abord, la variole du singe. C'est d'abord présent chez les singes. D'accord? Et c'est après que ce virus s'est propagé de rongeur en rongeur jusqu'à se retrouver chez l'homme. Donc, comme facteur, nous allons parler d'abord
de la sédentarité. D'accord? Qu'est-ce que vous mettez dans la sédentarité? Je veux parler en termes simples. Est-ce que je dirais sédentarité ou bien je dirais... excusez, hein. Il n'y a pas de souci. En termes faciles. En termes faciles, c'est ça que je cherche. Ça ne vient pas. Hein, ça doit venir pour le plaisir des auditeurs. Le nombre d'habitants par kilomètre carré. Voilà, on parle de densité. La densité. La densité, voilà. Donc, ça, nous avons la densité, nous avons aussi l'activité menée. Il y a certaines personnes qui se nourrissent, qui vivent de la chasse, de la cueillette, de la pêche et autres. Ces pays mentionnés, plusieurs vivent et dépendent de la chasse. Oui. Vous voyez? Oui. Maintenant, à partir du moment où vous chassez, soyez sûr que vous serez face aux rongeurs, aux singes, pour ne citer que ceux-là. Donc, si on évite la chasse des singes dans notre pays, si on évite même de les élever, on peut parier ou éviter la variole. Pas seulement éviter de les élever, mais éviter aussi de les consommer. De les consommer. Jusqu'à ce que cette maladie ne disparaisse. Voilà. D'accord, c'est bien. Y a-t-il des vaccins disponibles contre la variole du singe? Bon, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Mais il semblerait qu'il existerait 2 vaccins pour prévenir chez l'adulte le virus de la variole du singe. Et ces vaccins sont l'Imvanes et Jynneos. Ce sont les 2 vaccins qui actuellement sont disponibles selon les informations. Vous avez parlé du vaccin, nous on ne comprend rien là-dessus. Dans les thèmes plus faciles, qu'est-ce qu'on peut appréhender sur les vaccins qu'il y a pour la variole du singe? Comme vous l'avez dit, thème facile. D'abord, ce n'est pas moi qui ai proposé les vaccins. Donc, je ne sais pas pourquoi le chercheur a donné l'Imvanes comme vaccin ou Jynneos comme vaccin. Je ne saurais donner plus d'explications par rapport à ces vaccins. Maintenant, je voudrais aussi rajouter quelque chose. Oui. Par rapport à la variole du singe et la variole humaine. D'accord? Nous avons remarqué que les 2 maladies ont les mêmes symptômes. Maintenant, la variole du singe, elle est moins grave que la variole humaine. La variole du singe a un taux de létalité très faible. Quand on parle de taux de létalité, c'est le nombre de décès sur le nombre de cas diagnostiqués, sur le nombre de personnes atteintes. Donc voilà, il y a une différence aussi à faire à ce niveau. Mais pourquoi on constate aujourd'hui, surtout en RDT, qu'il y a beaucoup de cas de décès de variole de singe alors qu'elle est moins dangereuse que la variole humaine? Voilà. D'abord, j'ai dit, quand vous avez la maladie, il faut respecter la mise en quarantaine. La mise en quarantaine? Oui. La mise en quarantaine et la prise des comprimés. Donc, il se peut fort qu'on vous dise, prenez tel comprimé. Peut-être en cas de fièvre, on vous dit de prendre peut-être du paracétamol. Tu te dis, non, ce que j'ai, c'est plus grave que ça. Pourquoi je vais prendre du paracétamol? Oh, voilà que j'ai des éruptions cutanées qui sont là. Et on me demande de prendre du paracétamol. Ça, c'est pour faire quoi? Donc, au moment où on parle de patients contrevenants, voilà. Des patients qui ne veulent pas obéir aux consignes des agents de santé. On dit souvent quand c'est facile, on n'est pas sûr que ça soit ça. Donc on peut pimenter un peu pour voir peut-être c'est juste laisser faller. On va dire paracétamol, simple, ça ne suffira pas. Laissez-moi vous dire, quand vous prescrivez du paracétamol à quelqu'un, la personne se dit, bon, ça va me faire quoi? Mais allez chercher toujours un autre médicament dans la DCI. D'accord? La DCI? Oui. Ah bon, je ne vais pas parler, je laisse. Donc, le principe actif, voilà. D'accord? C'est toujours le paracétamol. Vous allez voir que ce dernier va prendre plus ce médicament que le paracétamol. Or, les 2 médicaments jouent le même rôle. Et pourquoi selon vous? C'est la mentalité africaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cela? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'automédication, c'est pas bon. Parce que quand vous vous habituez à prendre tout le temps les mêmes médicaments, quand vous venez à l'hôpital, on vous dit, voilà votre ordonnance. Et sur l'ordonnance, vous lisez les comprimés que vous avez l'habitude de prendre à la maison. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Ça ne peut pas marcher pour moi. Parce que vous avez l'habitude de les prendre. C'est ça. Qu'est-ce que vous mettez dans l'automédication? L'automédication, c'est le fait de se lever, d'accord? Et de dire, bon, je ne me sens pas bien, il faudrait que j'aille chercher tel médicament pour mon mal. Or, tu n'as pas été consulté par un agent de santé. C'est très mauvais. Et toi non plus, tu n'es pas médecin, tu n'es pas agent de santé. Et c'est toi qui te lèves et puis tu vas à la pharmacie, mais ça parane. Voilà. Mais si tu sais de quoi tu souffres, est-ce que tu ne peux pas te dire qu'est-ce qui vous fait dire que vous savez de quoi vous souffrez? Quand quelqu'un souffre de mal une fois, il a sans doute des symptômes. Il a sans doute des préphases avant que ça ne vienne. Et il se dit sans doute que ça a repris comme la dernière fois. C'est sans doute la même chose. Monsieur le journaliste, je vous prends au mot. D'accord? Vous avez dit
vous avez souffert de la même chose plusieurs fois. Oui. Savez-vous que le paludisme et puis la fièvre typhoïde ont les mêmes signes? Pratiquement les mêmes signes. Pratiquement. Les mêmes signes. Nous avons les céphalées qui sont présentes. Nous avons les courbatures qui sont présentes. Frissons présents. Or, il y a un petit détail qui permet de dire ça, c'est la fièvre typhoïde et ça, c'est le paludisme. C'est de là nous parlons. Nous, en tant qu'agents de santé, nous parlons de dissociation pour température. Ça, c'était une parenthèse. On va Effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la variole du singe pour en parler dans des thèmes plus faciles. Alors, M. Fiacre Koudjinan, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de la variole du singe? Comment il faut l'éviter et comment ça se soigne lorsqu'on voit que quelqu'un a peut-être ces symptômes de la maladie? Comment il faut se comporter envers cette personne? D'abord, si vous pensez que quelqu'un présente les symptômes sans avis médical, allez dénoncer cette personne. C'est la toute première des choses qu'il faut d'abord faire. Vous dénoncez cette personne. Vous mettez cette personne en quarantaine ou soit vous vous éloignez de cette personne. Quand je dis éloignez-vous de cette personne, ce n'est pas que vous allez lui tourner dos et ne plus satisfaire ses besoins. Quand je parle des besoins, je veux parler de son manger, de sa diète et autres. Donc, vous allez directement dans le centre de santé. Vous dites, nous avons un cas de tel chez nous. Vous présentez le cas à l'agent de santé et il saura vraiment prendre ça en charge. Maintenant, une fois que vous avez remarqué que quelqu'un présente ces signes dans votre quartier, il faut commencer par respecter les mesures d'hygiène et d'assainissement. Vous lavez fréquemment et régulièrement les mains. Si vous avez l'habitude d'utiliser des choses communes avec cette personne, arrêtez. Ou soit avant d'utiliser cette chose, allez vous laver les mains. Une fois fini, vous lavez encore les mains. Vous lavez les mains avant et après avoir touché la chose. Donc, évitez au maximum de manger les animaux dont vous ne connaissez pas la source. On te dit bémélan, et puis tu t'y plais aussi à manger. Donc, il faut vraiment éviter ça. Même si c'est savoureux, il faut quand même... Toutes les viandes sont savoureuses. Toutes les viandes sont savoureuses. Donc, il ne faut pas se laisser aller par la saveur. Au risque de contracter des virus ou des maladies dont il y a encore la cause. Si vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas le statut de votre partenaire, de grâce, protégez-vous. C'est important. Est-ce à dire que lorsqu'on maîtrise le statut de son partenaire, on peut ne pas se protéger et y aller? On peut ne pas se protéger si la vie est commune. Si la vie est commune, si entre-temps, cette dernière s'est heurtée contre un objet tranchant qui, on ne sait pas, qui avait déjà... Bon, si vous ne maîtrisez pas le quotidien de votre partenaire, protégez-vous autant que possible. Autant que possible. Si quelqu'un a contracté ce virus, comment est-ce qu'on doit se comporter avec la personne? Bon, j'ai d'abord dit, il faut dénoncer les cas. Voilà. D'accord? Vous vous rendez dans les zones sanitaires, vous dénoncez les cas. Vous essayez de mettre cette personne en quarantaine. D'accord? Vous évitez d'utiliser les mêmes objets que cette personne. Voilà. Vous évitez au maximum le rapport sexuel avec cette personne. Je précise bien, au maximum le rapport sexuel. Donc, on peut le faire une fois en passant. Non. Vous avez dit au maximum. Oui, évitez au maximum. D'accord? Et avant de dire, je vais passer à l'acte, il faudrait que cette personne soit maintenant saine. Donc, je tombe en même temps sur la question pour de savoir, est-ce qu'on peut en guérir? Oui, lorsque quelqu'un est porteur du virus? On peut en guérir à partir du moment où nous avons déjà les vaccins qui existent. Voilà. Donc, on peut en guérir. Donc, par rapport à ce qu'il faut faire pour éviter d'accord, la mise en contact, c'est aussi simple. Si vous avez quelqu'un qui a cette maladie dans votre milieu de vie, mettez vos bavettes. Parce qu'au moment où nous parlons, ça fifie des fois. D'accord, nous avons des gouttelettes de crachat qui sortent. Donc, ça fifie. Au moment où ça fifie, on suppose que vous avez une lésion quelconque sur votre corps. Une fois la salive tombe dedans, là, c'est fini. Quand vous parlez de lésion, vous faites allusion à quoi? En termes faciles. Lésion en termes faciles, c'est pour dire les petites plaies. Les petites blessures. Les petites blessures, les petites potes ouvertes sur le corps de quelqu'un, d'un individu. Voilà. Donc, on va faire recours à nos bavettes, nos cache-nez. Voilà, cache-nez, bavette, c'est la même chose. Oui, bon, en termes faciles, bavette, pour ceux qui n'appréhendent pas bavette. Cache-nez. Pour ceux qui n'appréhendent pas bavette. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent, on a dit cache-nez, pas cache-lèvres. Donc, le mieux, c'est que ce soit une bavette, d'accord, qui puisse couvrir le nez,
et les lèvres. Oui, d'accord. voilà. Donc, on peut inhaler ça également. Oui, vous pouvez respirer dans la bavette. Bon, moi qui suis ici, j'en suis habitué. Et est-ce qu'on peut inhaler le virus de Oui, variole c'est du possible. C'est bien possible. Tout à l'heure, j'avais dit au niveau des modes de transmission. Ouais. Nous avons le mode de transmission indirect. Et j'ai dit que c'est le moins connu. C'est dans l'air. Au moment où ça fifille, le virus est dans l'air. Quelle est la durée de vie? La durée de vie, bon, ça dépend de la température. Si nous n'avons pas une température africaine, quand je dis africaine, allez directement au Niger, allez directement au Tchad, vous allez comprendre. Vous allez mieux. Parfois, vous avez une température ambiante qui est à 36 degrés. Température ambiante. 36 degrés, c'est même peu. Même au-delà de 38. Donc, la durée de vie du virus, ça dépend de la température. Donc, n'allez pas me dire que je vais faire cuire sur longue durée la viande pour manger. Non. Ça dépend de la température. Je vais faire cuire ça pendant 2 heures. Non. C'est pas la seule viande qui existe, non. Allez dans les poissonneries, prendre les, comment vous appelez, les ailerons, voilà. Les cuisses rapides. Voilà, les cuisses rapides. Les Goliaths. Les Goliaths. Il faut dire que Capitaine 15 aime particulièrement les Goliaths. Hein. Goliath, non. Moi, j'aime le poisson. Donc, voilà. Donc, la durée de vie, ça dépend de la température. D'accord? Si vous n'avez pas une température qui pourra neutraliser le virus, laissez-moi vous dire que ça peut rester dans l'air ambiante jusqu'au-delà de 4 à 5 jours. Wow. Oui. Donc, il faut beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Alors, merci à vous, Fiacre Kojina. Voilà. Par rapport, en termes faciles, nous allons articuler autour de la variole du singe. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour clore? Ce qu'il faut retenir pour clore, protégez-vous au maximum. D'accord? Je ne vais pas dire, à partir d'aujourd'hui, commencez par mettre les bavettes et insister ça à la maison. Non. Mais ayez une conscience personnelle et individuelle. D'accord? Parce que le virus, ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc, mettez les bavettes et ayez l'habitude de vous laver régulièrement les mains. Et cessez de vous toucher les lèvres. D'accord. Cessez de vous toucher fréquemment les lèvres. Vous êtes à moto, vous conduisez, vous descendez. La première des choses que vous faites, vous vous touchez les lèvres, c'est pas bien. Donc, il faut éviter ça. Lavez-vous les mains avant de poser certains actes. On revient des fois, on est en suyer, on a envie de suyer, on fait comme ça avec la main rapidement. Les papiers Kleenex ne coûtent même pas 150 francs, c'est à 100 francs. Les papiers Kleenex, c'est quoi déjà? En termes faciles. En termes faciles, voilà les papiers mouchoirs. Les papiers mouchoirs qui voilà. nous servent d'essuyer, voilà. 100 francs. Et vous avez, je pense, une dizaine dedans. Hein. Une dizaine? Oui. Ah, d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez en même temps, vous pouvez vous en procurer facilement. Et ce n'est pas cher. C'est pas de la publicité, mais c'est à 100 francs. Alors, nous allons conclure le numéro de ce jour. En termes faciles, nous avons parlé de la variole du singe. Et c'est une maladie qui est bien fréquente, qui est bien présente, qui est une vérité. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que la variole du singe, ça n'existe pas. C'est une pure invention. Il faut mettre l'accent là-dessus que c'est une vérité. C'est une maladie qui tue. Même si le taux de mortalité n'est pas aussi élevé, c'est une maladie très grave qui tue. Et surtout quand nous avons des vaccins aujourd'hui qui nous permettent de pallier à ce mal. Il ne faudrait pas qu'on confonde la variole humaine à la variole du singe, qui ont pratiquement les mêmes symptômes. Donc si vous pensez que non, vous êtes devant un cas de variole humaine, allez d'abord dans un centre de santé. C'est très important. Allez d'abord dans un centre de santé. Faites-vous consulter par un professionnel de la santé. Et laissez ce dernier vous dire, non, c'est la variole humaine, non, c'est une variole du singe. Parce que les maladies présentent les mêmes symptômes. Sauf que la variole du singe, elle est moins grave que la variole humaine. Merci. Donc, la variole humaine, si je peux emprunter vos mots, la variole humaine a les mêmes symptômes que la variole du singe. Même symptômes. Donc, on va dire qu'ils ont les mêmes traitements également. Même traitement aussi. Sauf que les vaccins ne sont pas les mêmes. Oh, d'accord. Sauf que les vaccins ne sont pas les mêmes. Donc, pour diagnostiquer, on fait aussi l'écouvillonnage. L'écouvillonnage, pour ces personnes qui ont souffert du coronavirus, savent déjà de quoi je parle. On fait des prélèvements nasopharyngés. C'est-à-dire? Il faut mettre en termes faciles, bien sûr. En termes faciles, nous parlons tous les thèmes que nous utilisons ici de manière la plus simple possible pour permettre aux auditeurs d'appréhender. Parce que nous avons tout le temps l'habitude d'employer des mots, voilà, le vocabulaire médical, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire forcément. D'accord. Donc, pour parler de façon naturelle et simple, terre à terre,
Quand on dit prélèvement à écouvillonnage nasopharyngé, c'est que vous mettez une tube. Vous prélevez de la salive ou de la morve. Et c'est avec ça on fait des tests au labo pour voir si nous sommes en présence ou non du virus de la variole du singe. Voilà. D'accord. Merci à vous, Monsieur Fiacre Koudjinan. Je rappelle que vous êtes infirmier à la clinique centrale de Godomé et enseignant voilà, des soins paramédicaux Nightingale de Gaïa au Niger. Oui, merci. Voilà. Et nous avons articulé autour de la variole du singe. Notre numéro du jour prend fin. Au micro, je suis Romaric Topé et ça fait plaisir de vous voir. Le plaisir partagé, monsieur. Nous espérons vous retrouver une prochaine fois. Avec plaisir. Toujours en thème facile pour aborder. Pour aborder. Vous allez beaucoup m'excuser, mais je suis habitué au langage médical, donc parfois... En Oui, tout cas, on va essayer. ensemble, pour le bonheur des auditeurs, C'est ça, pour c'est le ça. bonheur de ceux qui nous suivent, nous allons les décortiquer dans des thèmes plus faciles que possible. Derrière la baie vitrée, c'était Tibus à Rérérénou. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter.